Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Harold Blier. Je travaille à l'Espace Futur étudiant ici à l'Université Laval. Je suis responsable de promotion et d'information sur les études. J'ai le plaisir de vous présenter l'atelier numéro 5 dans les coulisses de la logistique de la Faculté des sciences de l'administration. Alors, le synopsis, il va comme ceci. Comment votre achat en ligne arrive-t-il à votre domicile? Quel chemin parcourent les médicaments que vous achetez en pharmacie? Comment les villes planifient-elles le déneigement? Au-delà de ces activités à plus petite échelle, qui effectue la planification des arrivées des navires au port, la gestion des centres de distribution et les déplacements des flottes de camions? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles Jacques Renaud, expert en logistique à la Faculté des sciences de l'administration, se penche quotidiennement. Venez le rencontrer et découvrir comment les chaînes d'approvisionnement touchent tous les aspects de notre vie et comment le baccalauréat en administration des affaires peut mener à une carrière dans ce domaine. Cet atelier vous est offert par messieurs Jacques Renaud, pour débuter, et M. Jean-Daniel Côté, responsable d'information et promotion sur les études pour la Faculté des sciences de l'administration. En dernier, on va vous inviter à poser des questions à la fin de la présentation afin de faciliter le déroulement. Vous n'aurez qu'à lever la main et je me déplacerai, ou moi ou ma collègue, afin d'aller vous porter le micro, car tout est enregistré, autant la voix que l'image. Merci et bon atelier. Allez chercher notre pointeur. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous allez toujours bien? Yes, super, on aime ça. On est encore là, je suis à dîner comme ça. Donc, oui, je me représente pas trop. Moi, je le fais rapidement. Jean-Daniel, je suis responsable d'information de promotion sur les études à FSAU Laval, la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Donc, j'ai comme travail, plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, je vois beaucoup de visages que je connais, j'ai comme travail de sillonner, évidemment, les 48 cégeps pour parler des études en gestion, en administration à l'Université Laval, bien évidemment. Je suis accompagné, comme Harold le mentionnait, de Jacques Renaud, mon collègue, qui vous présentera un peu plus en détail la logistique aujourd'hui. Mais en introduction, pourquoi pas vous parler évidemment un peu de nous, hein, donc de FSAU Laval, la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Hein? On va parler un peu des programmes offerts, rapidement des conditions d'admission pour ce qui est du baccalauréat en administration des affaires, suivi de la conférence de Jacques et d'une petite conclusion de ma part. Alors, FSAU Laval, qu'est-ce que c'est? C'est la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. On vient tout juste de conclure notre centenaire. On vient tout juste d'avoir 100 ans. Donc, c'est non négligeable. C'est une école qui est bien connue et reconnue depuis plusieurs années. On est double accrédité tout bonnement. Donc, on se positionne parmi le 1% des meilleures écoles de commerce sur la planète. Donc, on dit que sur la planète, il y a 16 000 écoles de gestion. Et de ces 16 000-là, il y a seulement 1% qui détiennent ces deux accréditations-là. Donc, on se compare tout bonnement, nous, à Oxford, à Harvard, bref, aux plus grandes écoles de gestion de ce monde. On est leader au Canada en technopédagogie. Qu'est-ce que c'est la technopédagogie? C'est l'intégration de la technologie dans l'enseignement. On est passé maître. On est leader au Canada en enseignement à distance également. Donc, les cégeps que vous avez des étudiants en région, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est beaucoup d'étudiants qui peuvent cheminer à distance à 100% dans plusieurs de nos programmes. On a 10 000 étudiants et étudiantes, dont 1 000 qui proviennent de l'international, et on a 26 chaires et groupes de recherche. Donc, on a des enseignants, des enseignantes qui ont les deux mains dans la recherche et qui, dans le cadre de leur cours, vous montrent essentiellement le fruit de leur recherche. Les programmes, bien évidemment, on a un bac en administration des affaires, notre BAA, dans lequel on a 20 différentes concentrations. On est l'école de commerce au Québec qui offre le plus grand nombre de concentrations, donc de spécialisations, de sous-domaines de la gestion, on peut les voir comme ça, auquel on a également 2 majeurs, donc l'expertise comptable, donc la comptabilité évidemment qui mène ultimement, moyennant un DESS, au titre de CPA, de comptable professionnel, et une deuxième majeure en gestion des ressources humaines qui mène au titre de CRHA, de conseiller-conseillère en ressources humaines agréées.
On a également un baccalauréat en finance quantitative où on va parler de modélisation de la finance. Donc, on va simplifier la finance pour les usagers. On n'en parlera pas trop aujourd'hui. Et on a 19 certificats, dont un certificat en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, si quelqu'un ne voudrait pas l'étudier au bac, mais il sera en mesure d'y aller avec un programme court d'1 an, par exemple, au certificat par intérêt, pourquoi pas. Nos concentrations, je le disais il y a quelques instants, on a 20 concentrations. Rapidement, vous en passez quelques-unes. Bon, la finance, évidemment. Vous allez travailler au niveau de l'assurance, parfois de l'immobilier, de tout ce qui est services financiers, les banques, évidemment, les institutions financières. Vous vous occupez essentiellement de conseiller les personnes et les entreprises sur leurs finances. Vous savez probablement tous c'est quoi la finance, mais je tiens quand même à vous le mentionner ce matin. Souvent, les CO, vous nous écrivez à l'année longue pour dire quelle est la différence entre la comptabilité et la finance. Donc, je vais profiter de ma tribune ce matin, pourquoi pas de vous dire quelques mots sur chaque. On a de l'immobilier, de la gestion urbaine immobilière, pourquoi pas, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça mène au titre d'évaluateur ou d'évaluatrice agréée, hein, donc les personnes qui s'occupent de déterminer les valeurs mobilières de nos biens, par exemple. On a de la comptabilité, évidemment. Lorsqu'on est en comptabilité, on va travailler, par exemple, en comptabilité de gestion. On occupe parfois aussi le poste de DG. Hein. Souvent, la personne, l'étudiant qui vient vous voir dans votre bureau, les conseillers, conseillères en orientation, qui vous dit « Moi, je veux être le boss de la place, je veux gérer ma business ». C'est évidemment vers la comptabilité qu'il faut les diriger s'ils aiment les maths et les chiffres un petit peu, évidemment. C'est pas autant qu'en mathématiques, comme on voyait ce matin, mais quand même, c'est ceux-là, effectivement, qui vont être en mesure d'utiliser les états financiers pour faire de la prise de décision, hein, pour guider les organisations sur la décision en fonction des états financiers. On peut aussi travailler en comptabilité de vérification, hein, donc on peut travailler pour un grand bureau comptable pour s'assurer de la conformité des états financiers de nos organisations. C'est un peu ce qu'on peut faire en comptabilité à comparer avec la finance, encore une fois. On a de l'entrepreneuriat, gestion de PME, donc les étudiants qui veulent lancer leur propre entreprise, pourquoi pas, on leur donne les outils pour le faire. D'autres concentrations, on a évidemment l'intelligence artificielle. Nous aussi, on l'a en gestion. Ceux qui étaient là à l'atelier juste avant moi, on parlait d'intelligence artificielle au niveau du génie, hein, donc au niveau plutôt informatique. Nous, en gestion, on va vraiment regarder comment est-ce qu'on peut implanter l'intelligence artificielle dans nos organisations afin d'optimiser des processus. On peut-tu avoir des nouvelles données sur nos clients? On peut-tu justement être plus efficace dans nos façons de gérer certains enjeux en utilisant des logiciels qui proviennent de l'intelligence artificielle? On a évidemment 2 concentrations que j'ai mis en gras, même 3. La gestion du système d'information organisationnelle, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'opération logistique analytique que je ne vous décrirai pas, évidemment, parce que je vais laisser Jacques vous en parler à sa manière. On a également une concentration personnalisée en gestion, donc les étudiants qui ne veulent pas nécessairement se diriger vers une seule concentration au baccalauréat, qui veulent combiner plusieurs concentrations pendant leurs études au bac, c'est évidemment possible de le faire. Les conditions d'admission, ça aussi, beaucoup de questions de plusieurs d'entre vous à l'année longue. Donc, je tenais à prendre toujours mon petit 2 minutes. Je m'assure de rester dans mes temps, pas trop prendre la place de Jacques. Les conditions d'admission pour le bac en administration des affaires, vous devez avoir votre DEC. N'importe quel DEC, d'ailleurs, même un DEC sans mention, conseiller, conseillère en orientation, ça fait pour aller en administration. Pourvu qu'on ait évidemment notre quotaire de 25 et que l'on ait un des 3 mathématiques qui sont exigées. Donc, chez nous, on exige la méthode quantitative en sciences humaines ou statistique appliquée à la gestion pour les gens qui viennent des techniques administratives ou un calcul intégral pour quelqu'un qui arrive de sciences nat, combiné à calcul différentiel et algèbre linéaire. Encore une fois, l'étudiant doit avoir un des 3 maths. On s'en fout lequel, pourvu qu'il en ait un des 3. L'étudiant ou l'étudiante sera admissible chez nous pourvu qu'il ait son DEC et sa quotaire de 25. C'est qu'à sa première session d'études, nous le mettrons à niveau. C'est-à-dire que nous lui donnerons les 2 cours de mathématiques parmi les 3 qui sont manquants. La question que j'ai toujours également, les étudiants, les cégepiens qui n'ont pas de maths SN, qui n'ont pas de maths fortes secondaires 4 ou 5. Pas de problème, c'est pas grave s'ils les ont pas. Vous ne devez pas conseiller aux étudiants de retourner. Ben, vous pouvez le faire si vous voulez, si ça a des avantages de le faire, pourquoi pas. Mais ils sont pas obligés, en fait, de retourner faire les mathématiques fortes de 4 et 5. L'étudiant qui arrive chez nous, qui n'a pas de maths fortes ni de 4 ni de 5, aura une version du calcul différentiel qui est rehaussée, qu'on appelle chez nous le MAT 0310. Qu'est-ce que c'est MAT 0310? C'est un cours de calcul différentiel qui comprend également les notions qu'ils ont besoin, qui proviennent des maths SN pour cheminer en gestion. Ça aussi, petite précision que je tenais à vous apporter ce matin.
On a un deck back aussi, donc pour les conseillers, les conseillers en orientation qui nous écoutent ce matin, qui ont une technique de gestion des opérations et de la chaîne logistique. C'est le cas entre autres de Rimouski. Bon, il y en a plusieurs, là. On ne les nommera pas tous, mais sachez qu'il y a évidemment un entente deck back, donc possibilité d'avoir une année, évidemment, plus ou moins une année d'équivalence au baccalauréat en administration lorsque les étudiants proviennent évidemment de ce programme-là. Et évidemment, ben, la conférence de Jacques et les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment la suite logique là, de ce deck technique-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, c'était ma petite introduction. Je vous remercie pour votre écoute et je cède la parole à Jacques. Merci beaucoup. Oui, OK, oui, ça prend aussi. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Et puis, effectivement, on va essayer de faire un petit survol, démystifier un peu gestion des opérations, chaîne d'approvisionnement, logistique. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange? Et quels sont un peu les profils des étudiants qui vont venir chez nous. Donc, un petit survol sur la chaîne d'approvisionnement. Hein? On est dans des années, normalement, où tout le monde devrait en avoir entendu parler au moins depuis la pandémie. Là. Il y a beaucoup de monde qui n'avait aucune idée c'est quoi, c'est une chaîne d'approvisionnement. Puis là, à un moment donné, quand on s'est mis à manquer de tout, les gens ont commencé à comprendre ce que ça voulait dire. Puis après ça, ils l'ont réoublié. Puis après ça, il y a eu les élections américaines avec les tarifs qui disent « Ah, ben là, finalement, on s'approvisionne de partout dans le monde. » Donc, pour nous autres, en logistique, plus il y a des catastrophes, mieux c'est parce qu'on fait parler de nous autres. Non, pas vraiment, là. Mais je veux dire, comme on dit souvent en logistique, une logistique qui va bien, c'est une logistique qui est invisible. Hein? Quand on manque de rien, quand tous les produits sont là, quand les routes ne sont pas barrées, quand les trains et les bateaux arrivent, on ne voit pas. On achète nos produits, puis on ne s'en aperçoit pas. Donc ça, c'est quand la logistique fonctionne, quand elle va bien. Quand on manque de produits, quand les produits sont en retard, bien là, on dit « Ah, regardons, les ports sont congestionnées, il y a une grève de train ou des choses comme ça. » Donc, et bien sûr, inévitablement, quand on parle logistique, quand on parle transport, avec toutes les conscientisations environnementales, on est aussi sur la sellette. On n'entend jamais parler que les gens en finance ou en comptabilité émettent des gaz à effet de serre. Mais on l'entend souvent parler du transport, par contre. Donc, juste un petit survol sur ça. Le cursus des cours et quelques exemples, je dis en action, parce que ça démontre un petit peu qu'est-ce que nos étudiants font ou quel type de projet ou quel type de carrière ils peuvent avoir lorsqu'ils vont finir chez nous. Alors, le concept de chaîne d'approvisionnement, c'est qu'on achète un produit dans une entreprise, on se déplace vers une entreprise où on se le fait livrer, mais cette entreprise-là elle-même, elle a son propre réseau de fournisseurs. Hein? Elle en a fait l'acquisition à quelque part de ce produit-là. Donc, elle achète son produit, et puis là, on peut même penser, on peut penser à quelque chose d'aussi simple que le plus simple du plus simple, c'est quand on va à la ferme. On va chercher nos fruits et légumes à la ferme. On a l'impression que c'est la chaîne logistique la plus courte possible. On va chez un producteur maraîcher. Oui, mais ce producteur-là, il y a des machines, il y a des employés, il y a de l'équipement, il y a des graines, puis il y a de l'engrais. Puis tous ces équipements-là viennent d'un peu partout dans le monde. L'engrais, on ne sait pas, il vient probablement d'Europe. Et donc, lui, c'est fournisseur de machines, puis c'est fournisseur d'engrais, puis c'est fournisseur de matières premières, de boîtes, d'équipements, d'emballage. Ils ont aussi des fournisseurs. Hein? Et ces fournisseurs-là ont des fournisseurs. C'est comme ça qu'on remonte parfois jusqu'à plusieurs pays. Si on est dans le domaine médical, dans le pharmaceutique, dans l'industriel, l'automobile, l'équipement informatique, les ordinateurs, bien là, on rentre dans des dizaines de milliers de pièces de composants qu'on peut avoir un peu partout dans le monde. Et juste pour un petit survol, qu'est-ce qui s'est passé durant la période de la COVID? Eh bien, ça se peut très bien que ce soit juste le dernier petit point au bout là-bas, là, qui est le fournisseur. Vous avez entendu parler des microprocesseurs dans les voitures. Hein? Il s'agissait juste qu'il manque une petite chip dans une voiture pour que la voiture ne puisse pas fonctionner. Okay? Donc, c'est ça, quand on parle de gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est s'assurer que de tous ces maillons-là fonctionnent ensemble. On prend l'illustration de la chaîne pour dire que tout est relié. Donc, ça, c'est la chaîne d'approvisionnement un peu classique. Et on sait maintenant que, en fait, ici, j'ai mis le cas simple
où on a une usine dans le milieu qui est approvisionnée en toutes sortes de matières premières, d'équipements, de boîtes, d'emballages, tout ça. Mais en réalité, si on prend nos entreprises moindrement grosses, bien, ils ont plusieurs centres de production. Tous ces centres de production-là ont un paquet de fournisseurs. Puis chacune de ces lignes-là, c'est soit du transport, soit du déplacement, un moyen de transport qui est un camion, qui est un train, qui est un bateau, une commande électronique, quelqu'un qui a demandé à recevoir quelque chose. Et puis, au bout de tout ça, on a nos consommateurs. Et nos consommateurs, ben, on le sait tous, hein, avec les téléphones portables, avec l'Internet, tout ça, au cours des 10 dernières années, ben, on a complètement changé. On commande en écoutant la TV sur notre iPad, puis on dit « Ah, non, ça, je trouve ça bon, je le commande. Option de livraison demain. Ah, cool, clac. » On clique sur option de livraison demain. Et puis, c'est presque arrivé maintenant, la norme 24 heures, c'est à peu près ça. Donc ça a une implication. Ça veut dire qu'il y a des produits dans des centres de distribution, des ordinateurs qui vérifient au moment où tu pèses sur ton ordinateur que le produit est bel et bien disponible. Puis, une fois que tu as pesé dessus, il y a une commande, là, il faut que ça soit synchronisé. Il y a quelqu'un dans un entrepôt qui va aller le chercher sur une tablette, qui va le mettre sur une palette, qui va embarquer dans un camion le lendemain matin, qui lui sait qu'il va se déplacer jusqu'à la maison. Hein, c'est tout ça qui est derrière la chaîne d'approvisionnement et qui s'est multiplié, dans le fond, au cours des dernières années avec toute la livraison à domicile, le commerce, etc. Donc, des fois, vous entendez parler de livraison du dernier kilomètre ou de last mile delivery. Bien, c'est effectivement toute cette petite partie en rouge-là où est-ce qu'on reçoit le produit à la maison. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu le survol de notre chaîne d'approvisionnement. Et les gens qui vont travailler dans la chaîne d'approvisionnement vont avoir à faire toutes sortes d'activités professionnelles. Où on va chercher nos fournisseurs. Est-ce qu'on les garde au Québec, aux États-Unis, en Europe? Hein? Donc, le sourçage stratégique, c'est un peu ce qu'on entend, c'est il faut que pour les 5-10 prochaines années, j'aille voir qui va être mon meilleur fournisseur. Est-ce qu'il y a besoin d'être certifié? Ou est-ce que mes exigences sont plus légères? Tous les gens qui travaillent dans achat-approvisionnement. Donc, on associe souvent opération logistique, chaîne d'approvisionnement à du manufacturier. Mais si on regarde achat et approvisionnement, c'est le gouvernement, tous les ministères, c'est toutes les municipalités, c'est les universités, les compagnies d'assurance, compagnies financières, les hôpitaux, hein, qui sont aussi des acheteurs et des demandeurs d'équipements absolument énormes. Donc, les gens en achat vont être plus ceux qui font les transactions. Ceux qui font, nous on fait souvent la distinction, approvisionnement, c'est un petit peu plus stratégique. L'aspect clérical, c'est la gestion de l'achat contractuel. L'approvisionnement, c'est sélectionner les fournisseurs, la négociation, les ensembles de produits qu'on va choisir à un endroit, à un autre, avec différentes conditions à moyen ou à long terme. Il y a de la gestion contractuelle et évidemment, tout ça, bien, il y a de la gestion des stocks puis des matières. Hein? Encore une fois, je vais prendre mon hôpital juste pour faire exprès de ne pas donner des exemples industriels. Nos hôpitaux ont des magasins, ont des entrepôts de matières premières qui sont des gants, des équipements, des hanches, ça peut être des cœurs, ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut gérer les stocks. Bien sûr, nos compagnies comme, je ne sais pas moi, Frito-Lay, Biscuits Leclerc qu'on connaît, quelques-uns de nos fleurons, ont des stocks classiques de matériaux, de produits en cours, mais on a aussi Hydro-Québec. On a un peu partout, il y a cette notion-là de gestion de matière et de stock. Bien sûr, ceux qui font de la production, ils doivent s'assurer, si je lance un lot, je suis un fabricant laitier, je fais des yogourts, je fais des lots de yogourts, il faut que je m'assure que j'ai les bonnes quantités de chacun des composants qui rentrent dans ma recette pour être capable de le lancer. Hein? Logistique, transport, c'est être capable de négocier mes modes de transport, faire venir mes matières, essayer d'avoir les meilleurs prix possibles, les bons délais, des coûts raisonnables. Puis encore une fois, c'est pas juste ici, c'est pas juste dans la région. Je pense que je lis l'exemple tantôt. Il y a 2 semaines, mes étudiants, dans mon cours de finissant au bac, faisaient des présentations. J'avais une équipe qui travaillait chez... Oh my God, j'ai tellement pas de mémoire. Là.
Humano Médical, je pense. Ceux qui font des lits d'hôpitaux, c'est ça? C'est eux autres, Humano? J'ai eu peur. Ils livrent partout au Canada, aux États-Unis. Ils font du train, ils font de l'avion et ils font du camion. OK? Donc, c'est un des gros fournisseurs. Je ne connaissais pas du tout. Ils ont fait une présentation extraordinaire. C'est une compagnie full high-tech. Mais tout ça, je voulais juste parler de logistique et transport. Ils font affaire avec presque tous les modes de transport pour être capables d'envoyer leurs produits un peu partout au Canada, aux États-Unis. Puis là, je pense qu'ils veulent essayer d'aller aussi en Europe. Et puis finalement, mais gestion de la relation avec les fournisseurs et les clients. Il faut que tu aies des bonnes relations avec tes fournisseurs. Et là, ces temps-ci, on est comme dans une période aussi où il y a plein d'entreprises qui cherchent des clients sur d'autres continents. Hein? Donc, essayer d'agrandir tes marchés, avoir tes relations commerciales, c'est le rôle aussi des gens qui sont dans les chaînes d'approvisionnement, qui se collent aussi un peu beaucoup au marketing. Souvent, le marketing, on va dire, c'est un petit peu plus l'advertisement, la recherche des clients, la négociation des clients. Souvent, c'est moitié-moitié, mais c'est un peu aussi beaucoup ce qu'on fait en logistique. Juste pour faire un petit survol, bien sûr, on en entend toujours parler, et puis c'est une grande préoccupation aussi en logistique, bien sûr. On a toutes les chaînes d'approvisionnement durable, on a tous les concepts de pas transport vert, mais transport durable aussi, parce qu'on fait attention à ça. On sait que on est dans une époque où on fait extrêmement attention à nos émissions. Et au niveau canadien, les transports, c'est environ 22 % des émissions canadiennes. Maintenant, c'est important de développer un réflexe. Hein? Un transport, ce n'est pas automatiquement un camion. Hein? Un transport, c'est des camions, c'est du routier, bien sûr, c'est du ferroviaire, c'est du aérien, c'est du maritime, et c'est toutes sortes de camions qui travaillent dans les forêts, dans les mines, en agriculture. C'est aussi toute cette machinerie-là qu'on ne voit pas, mais qui consomme beaucoup aussi. Okay? Donc, ça, il faut être capable de placer ça comme ça. Et le routier, lui-même, se sous-divise encore avec des véhicules légers, donc, comme dirait ma fille, ma Civic mobile. Les camions légers qui sont des caravanes ou des VUS ou des F-150 puis des trucs comme ça. Et finalement, on a une certaine portion de ça qui sont les camions lourds. Hein? Donc, le transport de marchandises, ben, c'est à peu près le tiers d'une portion des émissions. Okay? Donc, nous, quand on réfléchit en logistique, on va regarder tout ce qui est aussi les autobus, le transport de personnes, mais quand on parle de transport de marchandises, c'est surtout du côté des camions lourds qu'on regarde. Le portrait de la distribution, ça ressemble un peu à ça, de façon générale. Puis là, je parle un petit peu moins de manufacturier parce que c'est un petit peu moins mon domaine, mais on pourrait aussi des gestionnaires de production, des gens qui s'assurent que les pièces sont disponibles, regardent dans quel ordre le travail doit être fait. Ça aussi, on en forme. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu plus sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, la distribution, c'est du transport et de l'entreposage. Et de l'entreposage, c'est des centres de distribution où on garde la marchandise pour un certain temps, on la reçoit, on l'inspecte, on la met en entrepôt. Lorsqu'on reçoit des commandes, 2 commandes ou 10 000 commandes par jour, il faut qu'on planifie la force de travail pour aller chercher ces produits-là, parfois à l'unité, hein, et pour les expédier. Donc, par exemple, on a beaucoup de nos finissants qui travaillent, par exemple, chez Simons, Family Prix, qu'on visite à chaque année. Family Prix vont livrer à peu près chacune des 400 pharmacies de la province 4 fois par semaine. OK? Et pour le médicament, c'est 6 fois par semaine. Aujourd'hui, vous allez, ma conjointe travaille chez Jean Coutu, mais je vous parle de Family Prix. Si vous allez chez Family Prix à 4h30, parce que vous avez besoin d'une prescription d'un antibiotique, il va être transféré à Family Prix ce soir. Les opérateurs font le ramassage des produits durant la nuit. Donc, ils vont aller chercher votre antibiotique ou votre boîte de pilules, puis peut-être la brosse à dents de Dora aussi qui a été vendue. Ils vont la mettre dans le camion vers 4 heures du matin et aux alentours de 8-9 heures, tout dépendant de la région où est-ce que vous êtes, vous allez avoir reçu votre bac. Okay? C'est ça maintenant, c'est du moins de 24 heures.
Pour ça, il faut faire du transport, dire dans quel camion vont aller les choses, dire dans quel ordre on fait le chargement. On est même rendu là maintenant. Des grands centres de distribution comme Métro, par exemple, OK? Ils vont charger le camion dans l'ordre inverse des allées où les produits vont dans le magasin. Ils connaissent le facing des magasins. Donc, ils sont capables de faire en sorte que la palette, là, la personne qui va se déplacer dans le magasin, elle est logique, la palette. Elle n'arrivera pas avec des biscuits qui sont dans une allée, puis après ça, la prochaine affaire à dépiler est là-bas. Non. Ils sont capables de le faire dans le bon sens. OK? C'est rendu vraiment, vraiment très, très sophistiqué. Donc, au niveau de la formation, on parlait tantôt de deux grandes orientations, gestion de la chaîne d'approvisionnement. En gestion de la chaîne d'approvisionnement, on va regarder, on va former un peu plus les gens, comme ça le dit, en approvisionnement, donc achat, tout le contexte de négociation. Ils vont avoir aussi des cours un peu plus spécialisés dans le contexte gouvernemental, municipal, donc les réglementations. Et bien sûr aussi toute la notion de l'outsourcing, c'est-à-dire de l'approvisionnement à l'international, avec tous les jeux ou les implications que ça a. Donc, le programme gestion de la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, va faire aussi toutes les bases en distribution, en stock, en chaîne d'approvisionnement durable, mais va être vraiment un peu plus orienté, je ne dirais pas managérial, mais un petit peu plus orienté appro. Le côté logistique, analytique, va être un petit peu plus transport, production, analyse de données, analyse de stock. Donc, un petit peu plus, c'est pas nécessairement plus technique, OK? Mais c'est plus orienté vers la distribution, le transport et des cours, par exemple, d'analytique pour être capable d'arriver dans les bases de données des entreprises, pour être capable de voir c'est quoi les profils d'achat des clients ou des choses comme ça. Donc, ce sont essentiellement nos deux grandes catégories. Et tantôt, tu parlais de finance et de comptabilité, parce que souvent aussi, on dit, on appelle ça GSO, gestion des opérations ou chaîne d'approvisionnement. On dit, souvent GSO, c'est des maths, ça. J'aime pas tout le temps cette analogie-là, mais c'est parce que c'est notre département qui est responsable des fameux cours de méthode quantitative. Et comme ils passent toujours dans le cours de méthode quantitative avant d'arriver au reste, bien, souvent, ils ont le mauvais souvenir du cours de méthode quantitative, mais en réalité, tous nos cours ne sont pas plus matheux qu'un cours de finance ou qu'un cours de comptabilité. En fait, les gens en finance, souvent, sont beaucoup plus avancés en mathématiques que nous. Nous, on utilise les chiffres parce qu'on fait des calculs, on calcule des stocks, on calcule des quantités en entrepôt, on fait des déplacements, on évalue des coûts, mais on ne fait pas de maths. On utilise les chiffres, c'est pas pareil. OK? Donc ça, c'est peut-être une espèce d'idée préconçue peut-être que vous pouvez enlever ou casser aux étudiants. Ce n'est pas parce qu'ils s'en vont en logistique ou en transport que c'est un domaine de mathématiques. OK? Ils ont les mêmes exigences que les autres, mais après ça, dans les cours, probablement qu'ils vont moins en faire que s'ils étaient en finance ou en comptabilité. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? J'ai quand même donné un bon survol un peu de ce que nos étudiants ont comme formation. OK, je ne suis pas si pire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Je pense que le meilleur exemple, c'est, je pourrais parler vous le savez maintenant, à peu près 50-60% des étudiants travaillent en même temps qu'ils étudient. Donc, je pourrais vous dire où ils travaillent, nos étudiants, mais je vais montrer quelques exemples de travaux qu'ils ont fait au cours des dernières années dans nos cours. Opération logistique, chaîne d'approvisionnement, on est probablement le domaine où on est le plus proche de l'industrie en termes de projet de recherche. OK? Pas nos étudiants de bac, mais dès qu'ils arrivent à la maîtrise ou évidemment au doctorat, nos étudiants ont presque tous des projets d'intervention en entreprise, très bien financés. Donc, et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nous-mêmes nos propres projets de recherche et puis on les amène dans des cas pédagogiques l'année d'après. Et ça, c'est un cas pédagogique
Un exemple qu'on a fait en 2022, on avait travaillé pendant 1 an dans un entrepôt d'une compagnie d'engrais pour refaire tout l'entreposage, refaire les plans d'entreposage. Et le travail de session que j'avais donné dans mon cours de distribution entreposage, je leur avais donné les plans d'AutoCAD, tous les détails, et puis c'était refaites-moi le plan, proposez-moi un plan d'entrepôt. OK? Donc ça, c'était leur travail de session durant cette année-là, basé sur des données réelles, avec les photos de l'entreprise, des vidéos, etc. Un autre exemple, tantôt, tu m'as fait parler, je m'en souvienne, mais en tout cas, je ne fais plus le lien. Oui, dans l'introduction, on parlait de messagerie, puis de livraison à domicile, etc. Ça aussi, c'est basé sur un travail qu'on a fait avec 2 compagnies d'expédition où, on le sait, hein, on veut essayer d'être plus efficace en transport. Les compagnies essaient d'utiliser de plus en plus des camions électriques. Et si on est à Montréal, il y a même des endroits à Montréal où ils utilisent la livraison à vélo. OK? Mais quand tu décides de faire une livraison à vélo, il faut que tu décides où tu mets le terminal où les vélos vont être. Hein? Et tu essaies de les placer à l'endroit où, dans un rayon d'à peu près 5-6 km, tu vas être capable d'avoir la plus grosse densité parce que veux pas, tu te promènes à vélo. Tu sais? OK? Donc, ce cas-là, on avait deux distributeurs. Puis la couleur des points, c'est une journée typique de livraison. Et puis là, on demandait aux étudiants de positionner un centre de distribution. Comment ils pourraient refaire toute la planification des tournées pour être capable de livrer ces clients-là, par exemple, à vélo. Et là, les espèces de petits pentagones bleus, c'était les positions qui pourraient être disponibles pour ouvrir un centre de distribution à vélo. Lequel vous le faites? Et quel type de camion vous prenez pour l'approvisionner? Combien ça prend de vélo pour faire la journée? Okay? Donc ça, c'était un exemple d'un travail en 2023. Ça, c'est une équipe de cette année. Le garçon travaillait chez Saint-Hubert qui veut agrandir en Ontario. Et là, essentiellement, la question, c'est est-ce qu'on continue à garder l'entrepôt principal, que je ne me souviens plus où est-ce qu'il est, Boisbriand, je pense, ou est-ce qu'on met un centre de distribution à Toronto? Et si on met un centre de distribution à Toronto, qu'est-ce qui va coûter? Combien de marchandises que je vais devoir envoyer? À quelle fréquence? Etc. Et ils veulent aussi faire des agrandissements vers le Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce qu'on devrait envoyer aussi un centre de distribution à Moncton? Et finalement, dans l'analyse qu'ils ont fait, ils ont analysé les coûts de transport, les quantités, les prévisions des ventes des magasins. Oui, bien sûr, le centre de distribution à Toronto était intéressant, tandis que celui de Moncton ne valait pas la peine au niveau logistique d'être ouvert. On était encore mieux de les livrer du Québec. Une autre équipe, cette année, j'ai été chanceux, j'avais plein d'équipes qui travaillaient. CME Motor, ça c'est des petites motos marines, des motos sport, des 4 roues, des trucs comme ça. OK? Et eux, ils ont tous regardé, bien sûr, la production, mais surtout, de quelle façon tu peux maximiser le chargement de tes remorques avec des gabarits de chargement pour être capable de mettre le plus possible d'unités dans chaque déplacement de camion. Donc, eux, c'était le travail de session qu'ils ont déposé dans le cadre du cours, parce que je les laissais aller sur... Des fois, je leur donne des problématiques particulières, puis des fois, on les laisse aller tout simplement sur ce qu'ils veulent. Ici, on commence à arriver... Là, ce que je vous ai montré, c'est nos finissants, là, nos étudiants de bac, ils font ça. OK? Là, je vais arriver sur peut-être des problèmes un petit peu plus avancés où nos étudiants les meilleurs, okay, qui sont capables d'être à un autre niveau puis qui font un petit peu de programmation ou qui sont un petit peu des OS Kids, on peut dire. Là. Et là, on leur dit, on sait que si on se déplace à camion, il y a puis même maintenant, vous l'avez sur votre Google Maps ou sur votre Waze, vous avez le chemin le plus rapide, le plus vite, vous avez le chemin le plus court en kilomètres, mais vous avez aussi celui qui éventuellement consomme le moins. Et tout ça, c'est des petits algorithmes de plus court chemin qui sont en dessous, qui apprennent.
puis qu'ils peuvent implanter, puis qu'on peut leur donner, en fonction du trafic dans une journée, quel chemin à telle heure serait le plus intéressant. OK? Mais là, on arrive là, pas mal des bons finissants. Lorsqu'on parle, je vous ai parlé au début aussi de projets de recherche financés, ça, c'en est un bel exemple. Et là, on avait une équipe ici, étudiants de bac, étudiants de maîtrise, puis on travaillait aussi avec eux autres. On était dans la ville de Trois-Rivières, et l'interaction avec les feux de circulation. Donc, vous savez qu'à la Ville de Québec, les autobus communiquent constamment en temps réel avec les feux de circulation. Donc, l'autobus du RTC arrive devant un feu, automatiquement, il y a une communication avec la centrale qui dit « Autobus, es-tu en retard? » Si l'autobus est en retard et que le feu de circulation était juste sur le point de changer, ils vont envoyer un signal au feu de circulation qui va dire « Reste 1 ou 2 secondes de plus pour que l'autobus puisse passer pour reprendre son retard. » OK? Ça, c'est vraiment cool, on ne le sait pas. Mais ça se fait en temps réel. Le projet qu'on a fait avec la Ville de Trois-Rivières, c'est qu'ils ont un boulevard où il y a des gros camions qui passent là du matin au soir tout le temps. Ils passent d'un entrepôt à une usine, puis ils font ça toute la journée, ces gros camions-là. Puis ils se sont aperçus que les gros camions sont pesants, puis ils prennent du temps à redémarrer aux lumières rouges. Fait qu'ils ont dit, est-ce qu'on pourrait faire exactement la même technologie avec les gros camions lourds? Pas parce qu'on veut favoriser le camion lourd, parce qu'il est moins dangereux s'il arrête moins souvent et il crée moins de bouchons en arrière de lui s'il n'est pas tout le temps en train d'essayer de repartir. Et on a simulé tout un secteur de la ville au complet avec les enquêtes origine-destination. On a reproduit par simulation avec des logiciels assez avancés toute la synchronisation des feux. Et la question, bien sûr, on est capable d'accepter qu'un autobus ait une mesure prioritaire si ça ne fait pas attendre les gens. En tout cas, mais non, c'est pas vrai. Je suis trompé. On est prêt à attendre pour laisser passer l'autobus parce que le transport en commun, c'est bien. Par contre, moi, ça ne me tente pas trop d'attendre à une lumière parce que le camion s'en vient. Donc, la partie de l'étude ici, c'était est-ce qu'on est capable de faire sauver le camion et de ne pas trop impacter le trafic? Et ça a donné qu'on était capable. Et en plus, on avait même à ce niveau-là mis des modèles de consommation. Et ces gros camions-là, ils consomment tellement qu'en plus, ils sauvaient énormément. Micromobilité, ça, je vous en ai parlé un peu tantôt, mais ça, c'est un autre projet aussi qu'on a eu, encore une fois, sur des positionnements de centres de distribution. Dans des projets un petit peu plus avancés, là, on parle plus, là, je vais passer plus rapidement dessus. Je suis correct dans mon temps, oui? Oui. Ça, c'est un petit peu plus élevé, encore une fois. Là, on travaille vraiment avec des équipes, mais ça vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire. On a eu un projet qui nous ont dit qu'au Québec, on ne livre pas de nuit. On livre très peu la nuit. Okay? Il y a des pays où ils ont une densité de population beaucoup plus grande que nous. Le jour, tu ne vois pas les camions. C'est essentiellement la nuit qu'ils vont travailler et qui vont occuper l'espace. De la même façon, à peu près, la livraison d'essence au Québec, c'est sûr que tu n'envoies pas un bitrain dans le Vieux-Québec le samedi après-midi. Okay? Donc, le jour, on essaie d'envoyer les livraisons vers les régions éloignées et les périodes, les régions à plus forte densité, on essaie de les prendre le soir, la nuit, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est habituel, si on peut dire. Parce qu'il faut que tu aies les clés, puis il faut que la compagnie accepte que tu rentres chez eux, que tu déposes les marchandises, puis il y a toutes sortes de conditions légales comme ça. Et le projet ici, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait faire ça dans les SAQ? Parce que la majorité des SAQ détiennent leurs locaux. Donc, techniquement, le chauffeur de la SAQ peut rentrer dans une SAQ puis livrer la marchandise, sauf si elle est dans un magasin, puis dans un mail ou des trucs comme ça, où là, il y a des petits cas. Mais finalement, on a tout mappé les SAQ de la région de Montréal. On a regardé les conditions de trafic et on a regardé qu'est-ce que ça pouvait donner si on faisait la livraison de nuit. À quel point on est capable de sauver. Parce qu'on sauverait beaucoup en termes de temps, parce qu'on sait que, bon, Montréal, cette période-ci de l'année, il y a pas mal de trous et de cônes. Il y a beaucoup de circulation. Donc, si, au lieu de faire une livraison en 6 heures parce que tu es pris dans le trafic, tu es capable de la faire en 4 heures, bien là, tu gagnes beaucoup. OK? Donc, à la limite, tu es capable d'enlever des camions de sa route à la fin de la semaine. Donc, ça, c'est le type de projet qu'on a fait. On a parlé au début des navires. Ça, actuellement, c'est un truc qu'on fait on fait beaucoup de choses actuellement avec le Port de Québec.
Et ça, c'est un bel exemple. On a des étudiants de bac, de maîtrise, puis on a même un professionnel de recherche qui travaille là-dessus. Donc, les bateaux émettent en temps réel, à toutes les secondes, leur position GPS avec leur vitesse et leur déplacement. Donc, si on est capable d'avoir ces données-là, on est capable de savoir quand est-ce que le bateau va arriver au port. Dans combien de temps il va être ici? Est-ce qu'on a un kit disponible? S'il n'y a pas de kit disponible pour le bateau, on peut lui dire « Hey, viens-t'en moins vite, consomme moins de gaz. De toute façon, ça ne sert à rien que tu arrives demain, il n'y a pas de place. Arrive demain soir, puis tu vas avoir un kit libre. » OK? Ce genre de choses-là. On fait aussi des analyses au niveau des temps d'arrêt pour les remplacements des pilotes, pour la logistique, la planification des pilotes, parce que la voie maritime est divisée en 3 grandes sections de pilotage. Ça te prend un pilote certifié qui fait chacune des régions. Donc, quand est-ce qu'on les remplace? Comment est-ce qu'on fait la gestion de ces pilotes-là? Et ce matin, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. On essaie de faire exactement la même chose aussi pour dire, le bateau arrive en fonction de son poids, des conditions météo, combien ça va nous prendre de remorqueurs pour l'amener à quai. Et on sait ce bateau-là, c'est qui, on sait ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, deviner pendant combien de jours il va être à quai, puis savoir qu'il va repartir dans 45 heures. Donc ça, on est en train d'essayer de regarder ce genre de choses-là. Comportement d'achat extrêmement intéressant. Ça, c'est une étude complètement qu'on a fait, en fait, que mon collègue a fait, Léandro, avec des étudiants de bac et avec aussi un assistant. C'est quoi les comportements d'achat à Montréal? C'est phénoménal. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment « wow ». Je pense que c'est 80% des gens qui font livrer de la nourriture 2 fois par semaine. Wow. On les voit tout le temps se promener Uber Eats et ces patentes-là. Non? Mais de là à ce que ça soit aussi populaire, c'est vraiment incroyable. Et on a regardé quels sont les moyens de mobilité que les gens utilisent pour aller faire leur épicerie, que ce soit une grosse ou une petite épicerie. Puis on le voit par région aussi. On voit qu'il y a des régions où les gens vont être plus à vélo ou à pied, ou vont prendre l'autobus. Puis il y a d'autres régions, tout dépendant des profils socio-démographiques, économiques, etc., qui, eux, vont y aller en automobile. Ou si les supermarchés sont loin, bien là, ils sont comme dans une zone, je ne me souviens plus en on appelle ça des déserts alimentaires, je pense. Ces gens-là, eux, n'ont pas le choix, il faut qu'ils se déplacent en voiture. Donc, ça aussi, c'est le genre d'études qu'on peut faire, que les gens qui, dans nos domaines, vont réaliser. Et si je termine avec quelque chose peut-être un peu plus haut niveau, ça, c'est vraiment quelque chose un peu plus avancé. Tantôt, on a parlé de déneigement dans l'introduction. C'est vrai pour le déneigement, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, par exemple du courrier gouvernemental ou des trucs comme ça, où on engage une compagnie, même chose pour les déchets, hein, ramassage des déchets. On engage une compagnie, puis là, après 2-3 ans, le réseau routier, on a ajouté des secteurs, on a ajouté des one-way, on a changé les réglementations. Là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que c'est les mêmes routes qui sont utilisées. Ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a tout simplement reconfiguré l'ensemble des opérations de déneigement en incluant même les temps de grattage sur les trottoirs, tous les déplacements, pour que ça soit fait de la meilleure façon possible pour essayer de réduire le kilométrage. Et n'oubliez pas que si nos voitures font à peu près du 8 à 10 litres au 100, un camion de neige bien plein, là, ça consomme. OK? Donc, dans le déneigement, ça aussi, c'est quelque chose, c'est extrêmement important. Ce qu'on n'a pas fait, mais ce qu'on aimerait éventuellement regarder, c'est la même chose pour la gestion des lumières. Okay, on le sait, quand il y a eu une tempête de neige à 11 heures du soir, c'est dangereux de passer sur une verte, là, sur le boulevard Laurier. On ne sait jamais quand est-ce que tu vas avoir un gros truck de neige qui, lui, ne verra pas la rouge. Donc, s'il pouvait avoir des mesures préemptives pour ces camions-là, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être, à la limite, plus sécuritaire, parce que quand le camion veut passer, il serait capable d'avoir priorité. Là, nous, on n'a pas fait ça, mais je sais que j'ai des collègues d'une autre université qui, eux, font de l'intelligence artificielle pour savoir exactement la quantité d'abrasifs à mettre sur la route en fonction des conditions météo, du vent et de la température.
Ça, c'est des choses aussi qui sont vraiment intéressantes, mais qui demandent, là, là, on est plus vraiment fin maîtrise et niveau doctorat pour être capable de faire ce genre de projet-là. Finalement, si je regarde un petit peu les différentes compétences, parce que tous nos étudiants à la faculté d'administration vont être avant tout des gens qui ont fait administration, des administrateurs, des gestionnaires. Donc, dans à peu près tous nos profils, ils vont avoir eu, je ne me trompe pas, 1 an et demi de cours de base. Ils vont avoir touché à toutes les concentrations. La finance, le management, la comptabilité, les systèmes d'information, le marketing, il y en a un que j'ai oublié, système d'information. Comment? Méthode quantitative, effectivement. Merci. Donc, tout dépendant du profil qu'ils vont avoir pris, ils vont avoir développé des compétences un peu plus élevées dans un domaine que dans un autre. Et je dirais, si j'essaie peut-être de sortir, puis là, c'est à ça que je réfléchissais hier soir, c'est quoi les 4 grandes compétences peut-être qui sont un petit peu plus reliées à gestion de chaîne d'approvisionnement, à achat, approvisionnement? Bien, je pense que le côté international, il n'y a pas de choix. J'ai des étudiantes, des étudiants qui vont dans l'approvisionnement, puis eux, ils y vont parce qu'ils veulent se déplacer, ils veulent être le représentant qui va aller visiter des entreprises, qui va aller certifier des usines. Ils veulent se promener dans le monde. Ils parlent 2, 3 langues. Eux, tu sais, là, qu'ils vont se placer comme ça. C'est écrit dans le ciel. OK? Donc, le côté plus glamour, tu sais, de se promener dans le monde, d'aller voir les usines, d'être représentant jusqu'à un certain point aussi. Je vous ai montré beaucoup d'exemples où est-ce qu'on joue avec les données. Donc, je n'ai pas parlé de mathématiques. Hein. J'ai dit on parle avec les données, on calcule. Des tableaux croisés éventuellement, mais peut-être des manipulations. Il faut quand même avoir des talents un peu. Tu sais. Mais au niveau de la gestion des données, ça, c'est sûr que je pense que c'est une compétence vraiment que nos étudiants vont développer. Puis données, je le mets avec analytique aussi, parce que gérer des données, être capable des grosses bases de données, c'est une chose. En faire l'analyse, être capable de monter des Power BI ou de faire des rapports, être capable d'aller chercher l'information utile dans les données, ça, c'est une autre chose. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau de l'analytique. Et bien sûr, bien, nous autres aussi, on a un paquet de ces finissants-là qui vont être des gestionnaires de plancher, hein, qui vont être responsables d'équipes, soit d'équipes d'achat, d'équipes de production, d'équipes de logistique. Donc, évidemment, comme je dis tout le temps, on forme avant tout des gestionnaires. Et à moins que quelqu'un veuille vraiment devenir, par exemple, un comptable, c'est-tu comptable agréé encore? C'est CPA, comptable professionnel. En tout cas, à moins que tu veuilles vraiment devenir comptable agréé ou planificateur financier, où là, tu vas avoir peut-être un profil vraiment particulier. Tu es avant tout un gestionnaire, puis ça se peut que tu aies à bouger beaucoup dans l'entreprise. Donc, c'est un petit peu, je pense que j'arrive à la fin. C'est un peu notre survol de la concentration par le biais d'exemples. Mais si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Oui. Je me déplace ici, j'ai moins de soleil d'en face. Merci. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez 2 concentrations dans votre domaine de la logistique. J'aurais un peu de mal à expliquer la différence entre les deux à un étudiant. Est-ce qu'il aurait avantage à faire les 2, si c'est possible? Oh, ça, c'est une bonne question. Techniquement, il ne pourra pas faire les 2, mais comme il y a un cercle. Dans nos 2 concentrations, on a un bloc obligatoire et on a un bloc à option. Donc, c'est vrai que si celui de gauche se colle sur la droite, puis si celui de droite se colle sur la gauche, ils vont avoir vraiment beaucoup en commun. Mais je dirais la différence, c'est vraiment au niveau, quand je parlais tantôt peut-être un peu plus de l'international, celui qui s'en va en chaîne d'approvisionnement, il va vraiment développer plus des compétences pour, je vais dire, mettons, c'est pareil dans toutes les entreprises, là, mais ça va être la gestion des achats, responsable de l'acquisition des matières, de la négociation avec les fournisseurs. Tandis que de l'autre côté, celui qui va être un petit peu plus analytique, je ne dirais pas qu'il est un petit peu plus dans son bureau, puis sur son Excel, puis dans son système, mais lui, il va être plus, moi là, comment est-ce que je peux m'organiser pour que les stocks me coûtent moins cher, ou c'est quoi mon meilleur transporteur parmi les 4 qui sont là, puis
on est en train de faire nos prévisions des ventes, là, puis y aurait-il moyen de creuser un peu plus dans les données des années passées pour être capable de savoir combien ça va nous en prendre en juin? Là, j'illustre grossièrement, là, mais c'est un peu la distinction que je mettrais entre gestion de la chaîne d'approvisionnement, côté plus appro, et logistique analytique, où il va y avoir un petit côté manufacturier un petit peu plus développé, avec un côté aussi analytique, analyse de données, peut-être modélisation aussi, qui est un peu plus fort. Merci. Bonjour, je vais jouer un petit peu à l'avocate du diable. Moi, je travaille à la Faculté de sciences et génie, puis je me demande si vous êtes en mesure de différencier un petit peu plus le génie industriel des programmes d'administration avec des concentrations en logistique puis en gestion d'approvisionnement. Excellente question, parce que en fait, on est presque, je vais exagérer là, mais on est presque une concentration de génie industriel dans une faculté d'administration. Puis en plus, ce qui justifie encore plus ma réponse, c'est que dans le programme de génie industriel, de bac en génie industriel, je pense que vous avez une concentration qui s'appelle chaîne de valeur ou chaîne d'approvisionnement, et beaucoup de ces cours-là sont nos cours de concentration ici. Donc, c'est tout à fait ça, et on sait qu'on a un certain chevauchement de nos étudiants, ça c'est clair, qui vont faire des emplois qui vont parfois aller exactement dans les mêmes entreprises. Bien sûr, l'étudiant qui va avoir fait génie industriel va avoir un background mathématique, industriel, mécanique, beaucoup plus prononcé que nos étudiants de gestion. Donc, là, je vais y aller à gros traits, là, mais je ne sais pas, moi, mettons, s'il faut installer des systèmes de convoyeurs ou des équipements automatisés, le design de tout ça avec les capacités portantes ou avec le plancher, ça va tout tenir, ou quelles caractéristiques d'équipement ça prend, ça va être l'ingénieur industriel. Par contre, souvent l'ingénieur industriel va aussi avoir le côté gestion des stocks, approvisionnement, parce qu'il va venir le prendre chez nous, mais le côté management ou gestion d'équipe ou administratif va être plus développé chez nous. Donc, oui, il y a une marge là, un peu floue, si on peut dire. Et puis, le meilleur exemple, c'est que dans les travaux que je vous montrais tantôt, maintenant, je pense que je suis rendu avec 30% de mes étudiants qui sont de génie industriel. Dans les cours de distribution d'entreposage, dans nos cours de production, dans nos cours d'analytique. Donc, oui. Et puis là, ça va être. C'est pas les mêmes conditions d'admission, c'est pas tout à fait. On s'entend qu'au niveau technique, mathématique, là, en génie, les exigences sont beaucoup plus élevées. Là. Oui? J'aurais juste voulu compléter Jacques, en fait, pour dire que les gens qui vont aller plutôt chez nous vont avoir cette espèce de le tronc commun en gestion que Jacques parlait. C'est-à-dire que le gens qui va étudier approvisionnement puis logistique analytique en administration vont avoir un peu cette compréhension-là de la gestion, vont avoir un peu cette compréhension-là de la conjoncture dans laquelle l'organisation peut évoluer. Donc, la personne qui est en logistique analytique, qui parfois va avoir affaire au directeur général de la business, qui parfois va avoir affaire à la comptabilité, qui gère la portion stock aussi avec les gens dans les entrepôts, tout ça, pour ces différentes interactions-là que la personne en logistique et en approvisionnement peut avoir à faire avec les autres intervenants, donc les autres intervenants dans l'organisation qui sont assis autour de la table, autour de moi, et là, ça peut devenir gagnant d'aller chercher de la gestion pour avoir cette compréhension-là, fait que d'avoir cet élément-là de gestion là, qu'on retrouvera peut-être un peu moins au niveau de génie industriel parce que sont beaucoup plus, justement, génie scientifique, mathématique. C'est juste un petit complément à Jacques. En plus, je pense que la meilleure preuve de ça, c'est que je me demande si on n'est pas en train de développer une vingtaine de passerelles avec les programmes de bac en génie pour qu'ils puissent rentrer dans notre maîtrise en administration puis justement avoir cette espèce de meilleur des deux. Là. Tout à fait. Vous avez faim? Moi, j'ai une petite question. J'étais curieuse de savoir, c'est quoi le profil de la clientèle habituellement, le portrait un petit peu de vos étudiants? Est-ce que c'est davantage des gens qui arrivent de sciences humaines, des techniques un peu plus en lien avec le transport? Y a-t-il des filles?
leur background cégep, ça, je ne sais pas. OK? Ça, honnêtement, là, j'en ai aucune idée. Je dirais que pour faire les portes ouvertes, je pense qu'on en a une grosse partie qui sont déjà dans le domaine. Comme je disais tantôt, c'est assez surprenant de voir quel pourcentage de nos étudiants travaillent déjà, soit qu'ils sont dans l'entreprise familiale, soit qu'ils travaillent depuis 2-3 ans là, puis ils ont découvert que c'est dans ce domaine-là qu'ils voulaient aller. Donc, on en a vraiment, vraiment beaucoup qui... parce qu'on n'en parle pas au cégep, hein? Il n'y a pas de cours de gestion des opérations de base. Donc, quand ils rentrent en administration, ils vont le découvrir à travers les cours. Donc, c'est souvent, effectivement, parce que leur entreprise, ils travaillent déjà en entreprise, donc ils veulent y aller. Ils veulent continuer dans l'entreprise familiale. Ça, on va le voir beaucoup. Pour la répartition, je dirais qu'on est pas mal 50-50. Je me demande même, puis là, peut-être, madame en génie industriel, génie, je pense que c'est quand même encore plus peut-être masculin, mais génie industriel, c'est ça que j'allais dire. Quand je regarde mes étudiants, étudiantes, génie industriel, je commence à me demander si c'est pas plus maintenant. Ah oui, tant que ça? Wow! 90-10 à peu près même de clientèle féminine. Donc oui, on trouve vraiment, c'est vraiment... quand moi j'ai commencé à étudier, il devait y avoir une fille en génie industriel, parce qu'on était où on se côtoyait aussi, mais vraiment, le monde a changé. Puis le fait qu'on n'est plus dans le manufacturier, tu sais, il y a 15-20 ans, c'était encore manufacturier, un peu machine à l'huile, j'exagère. Mais aujourd'hui, avec toute la logistique, avec tout l'approvisionnement, justement, qui est plus international. Si je peux intervenir avant le dîner, moi, je suis gradué de gestion des opérations, gestion des stocks et des opérations, mais des années 2000. Mes cheveux gris ne me trahissent pas. Souvent, les gens des cohortes en administration, moi, j'avais commencé, je voulais aller en comptabilité, mais c'est à force de faire les cours à l'université qui m'ont amené à aller en gestion des stocks et des opérations. J'avais passé par une technique en administration. J'avais fait technique administrative, option finance, mais on avait des cours en technique au cégep de gestion des stocks et méthode quantitative. Et c'est beaucoup les élèves, les étudiants qui aiment faire des mathématiques, résoudre des problématiques qui sont intéressés par ce programme-là. Puis aujourd'hui, il y a achat. Moi, j'ai été acheteur, j'ai fait gestion des stocks et des opérations, mais j'ai été en approvisionnement de nombreuses années. Maintenant, je fais plus de la gestion de ressources humaines et financières. Fait que ça nous amène à toucher à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'on reçoit, entre autres de Garneau, je pense une technique en logistique du transport. Je ne sais pas si ça a été ouvert cette année, là. C'est ça. Bon, donc, on en reçoit quelques-uns, effectivement. Au cégep, il y a la technique de génie industriel aussi, que beaucoup vont aller en administration, puis ensuite en gestion des opérations et de la production. Il nous reste 1 minute pour conclure. Je voulais juste prendre le temps pour vous dire, en fait, il y a mes coordonnées sur la prochaine slide, fait que vous pourrez la prendre en photo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Hein? Souvent, vous savez qu'on existe, les conseillers conseillères, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous concrètement, là, les responsables d'information, de promotion sur les études, du moins ceux de FSA, je ne sais pas pour les autres facultés, mais pour la gestion. Midi Carrière, je fais ça, je me déplace dans vos cégeps, on l'organise, je nommerai pas de nom, mais avec quelques-uns qui sont présents dans la salle, parfois ça nous arrive. On fournit le lunch pour vos étudiants, hein? On donne un incitatif pour qu'ils se déplacent à venir nous voir. On peut faire des collaborations au niveau de l'entrepreneuriat. Souvent, les CO, on sait que vous avez souvent un rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. C'est possible de faire ces collaborations-là. L'entrepreneuriat, c'est évidemment une science de la gestion. Donc, on a des chaires en entrepreneuriat. On est en mesure de faire venir des profs pour parler d'entrepreneuriat, des entrepreneurs même. On a une banque, évidemment, de finissants qui sont entrepreneurs maintenant. On peut parler du bac en administration des affaires, animer des conférences si vous le désirez, ou avoir une présentation sur un sous-domaine de la gestion, comme vous venez tout juste de le vivre avec Jacques. C'est possible de le faire
faire pour nos 20 différents sous-domaines que j'ai présentés en introduction. On a également des visites facultaires à la carte. On peut recevoir des étudiants. Si vous avez un étudiant, même si c'est une personne individuelle qui est très intéressée par nos lieux, veut voir, etc., c'est possible effectivement d'organiser ce type de visite-là. Vous avez encore mes coordonnées, vous m'écrivez un courriel, puis il me fera plaisir de me déplacer un samedi matin s'il faut pour votre étudiant, avec grand plaisir. Fait que je l'ai dit, ça peut être en gang. Des fois, je fais venir des autobus de Rivière-du-Loup pour nos portes ouvertes ou pas. Vraiment sur mesure avec des ateliers avec nos professeurs. On fournit le lunch, encore une fois, panoplie d'incitatifs pour inciter à ce que vos étudiants et étudiantes participent à ce genre d'activité-là. Alors voilà, puis à venir, surveillez prochainement dans vos écrans, on est en train de faire un guide des carrières en gestion, donc un guide où on va démystifier la différence entre nos 20 concentrations. Je sais que c'est une question qu'on a souvent de votre part, et on a des vidéos sur notre site web à venir sur les carrières en finance. J'en ai parlé un peu en introduction, souvent vous avez beaucoup de questions sur la finance, donc on travaille avec le département actuellement pour faire des capsules qui vont démystifier tous les différents programmes et les différents sous-domaines de la finance. Donc voilà, c'est ce qui conclut. J'espère que vous avez apprécié l'atelier. Merci, messieurs. Renaud et Côté. Alors, on se donne rendez-vous au pub universitaire pour le réseautage et le dîner. Merci.